Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la première fois pour parler d'une decklist au 7.5. Alors oui, j'ai encore mis ce peignoir parce que quand il fait très chaud dans le sud, et donc ça permet d'avoir une tenue légère et parce que sinon on meurt dans le sud, il fait trop chaud. C'est normal, on détruit la planète, donc c'est normal que ça arrive. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier deck que j'ai construit, qui est le deck jaune-violet, donc qui était un deck extrêmement aggro et peu jouable en limité, en construit, parce que pas suffisamment stable. Là, je trouve, notamment au niveau de la pioche, là, je trouve que le deck arrive à quelque chose qui est vraiment tout à fait correct et qui va mettre un niveau, c'est-à-dire que personne ne pourra jouer des decks sans penser que ça peut exister et que ça peut être construit en tournoi. Donc, plus la méta va l'oublier, plus la méta va devenir contrôle, plus ce deck va tout exploser parce que ça fonctionne trop bien. Alors pourquoi notamment? Donc déjà, on a la Daisy, qui est une 1-4 qui l'aura 2, qui fait piocher votre adversaire. Franchement, on s'en fiche totalement de faire piocher votre adversaire. Ça n'a aucun intérêt pour lui d'avoir beaucoup plus de cartes en main parce qu'il va être limité par son mana. Et donc il va souvent pouvoir jouer que une ou deux cartes par tour, alors que vous allez pouvoir en jouer 3 ou 4. Donc la Daisy c'est trop fort, on va hard mulligan pour aller chercher la Daisy. Donc vraiment c'est trop bien. Donc ouais, je vais commencer par parler un petit peu de la decklist. Ensuite on va présenter un plan de jeu général et des mulligans. Je crois que les mulligans sont quasiment uniques, peu importe le deck, mais on va un peu discuter. L'objectif de ce deck, ça va être de jouer des créatures comme Daisy qui vont rester sur le board, être difficilement tuables, jouables pour pas cher, pour l'aurer très vite. En gros, votre objectif, c'est de dire je vais dans les tours 1, 2, 3 mettre énormément de points de l'or et donc vraiment gagner un niveau d'avancement dans la partie énorme. Je vais essayer d'atteindre 13, 14 l'or en 3, 4 tours. Et ensuite, là, mon adversaire va commencer à me contrôler. Et le but, c'est que je sois suffisamment impactant sur le board pour soit, avoir des menaces qu'il ne pourra pas gérer. Donc, par exemple, si j'ai trop de petites créatures, si j'ai un lieu et des créatures, il va pas pouvoir tout gérer. Et donc gagner 1 ou 2 points de lore. Soit avoir des cartes qui vont me faire gagner du lore automatique ou du lore de manière, on va dire, surprenante, ce qui fait que mon adversaire ne va pas pouvoir y répondre. Typiquement, la chèvre, Donald ou Balou sont des lores qui vont vous être quasiment garantis. Et donc, du coup, ça va vous permettre de, pareil, finir la partie. Et on veut finir la partie. Oh, je suis désolé, j'arrive pas à le retenir. On veut finir la partie le plus tôt possible. Donc, on veut essayer de finir la partie au tour 7-8, même si la partie peut durer longtemps, notamment grâce à une carte dont je vais parler. Les ajouts de ce set, donc c'est bien sûr la Daisy, qui est très bien, vraiment qui est excellente, qui rend une curve énorme, qui vraiment permet d'avoir une menace à aller chercher au hard mulligan et d'avoir des sorties caviar. La bibliothèque, qui moi je la joue en complément du château pour pouvoir dire s'il y en a un qui n'est pas géré, l'autre va être extrêmement difficilement gérable. Donc je vais mettre la bibliothèque, si mon adversaire ne la gère pas, je vais mettre le château après. C'est un combo des deux. En fait, plus on met de lieux, plus les lieux sont forts. C'est-à-dire qu'un lieu, c'est tout. Si c'est pas si c'est difficilement gérable, ça peut être très fort. Mais plus j'en mets derrière, plus c'est fort. Parce que plus il va avoir du mal à les tuer, parce que ça prend trop de temps. Donc j'aime bien la bibliothèque. J'en ai mis que deux. C'est peut-être une carte qui va augmenter, remplacer le château. Ou peut-être qu'il va disparaître parce que le château l'aura 2 et la bibliothèque a 1. À voir les ratios. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce ratio 2-4, mais il est passif. Et bien sûr, la carte qu'on adore, qui est le Chromicon d'Améthyste, qui est une carte à 2 non ancrables, qui dit que quand vous l'activez, chaque joueur peut piocher une carte. Globalement, comme ce que je vous ai dit avec la Daisy, on s'en fiche un peu que notre adversaire pioche une carte. Et en fait, une fois posée, ça vous permet de jouer avec 2, voire 3, voire 4 cartes par tour. N'hésitez pas, si vous avez un Chromicon d'Améthyste, à continuer d'ancrer. En général, c'était un truc qui ont s'arrêté. Et donc, pour poser des boards de plus en plus menaçants. J'ai fait une partie exceptionnelle contre un jaune-rouge qui me jouait des cartes qui baissaient les points de l'or. Mais moi, derrière, j'avais 3 Chromicon d'Améthyste en jeu parce que du coup, j'en ai eu un très tôt.
puis le deuxième est arrivé en mid-game, puis le troisième à la fin, et donc je posais des boards ultra menaçants, il était obligé de tout gérer, de rebaisser mes lores quand il gérait pas tout. La game a duré, je pense, 20 minutes, et contre un ultra gros, c'est extrêmement long. C'était ultra intéressant. On est sorti de cette game en disant, ben waouh, c'était trop bien. On a adoré jouer tous les deux, c'était des réponses de menaces, il y avait du show et tout. Enfin, trop bien. Je suis un peu triste de pas vous l'avoir filmé, mais en tout cas, ce deck peut faire vraiment des trucs très intéressants. C'est pas un deck. Les deux, trois premiers tours sont un peu très linéaires. Le mulligan est assez intéressant. En tout cas, faut vraiment essayer de trahir le mulligan. Et le mid-game, il y a vraiment des choix. Et c'est un deck qui est un des plus faciles à jouer, un des moins chers parce qu'il y a beaucoup de cartes qui valent pas grand-chose. Mais dans tous les cas, c'est un deck qui reste intéressant. On va dire, il y a vraiment des choix. Après, donc on avait en tour 1, on avait la Lilo et potentiellement la Maléfique. J'ai mis qu'une des deux parce qu'en fait, la Daisy a pris la place de l'autre et je trouve qu'après, sinon, ça fait trop. Aujourd'hui, les Lilo ou les Maléfiques sont trop des cartes qui prennent tout et n'importe quoi. C'est pas assez résistant. Donc, j'ai préféré en mettre que 4. Bien sûr, vous pouvez changer. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive. Bien sûr, vous pouvez changer, je suis désolé. Vous pouvez changer les Lilo contre des Maléfiques, etc. Vous pouvez mettre 2-2. En vrai de vrai, si vous voulez vraiment faire la meilleure strat, c'est 2 Lilo de Maléfique. Comme ça, votre adversaire ne sait jamais combien vous avez de Lilo, combien vous avez de Maléfique. C'est un peu comme en violet rouge, 2 mini, 2 Olaf. Sauf que, bon, on va dire que ça n'a que peu d'intérêt. Adepte, balai, parce que c'est des cartes qui coûtent 1 et qui peuvent se remplacer. Pascal, parce qu'en ce moment, Pascal peut souvent survivre. Il y a peu d'insaisissables. Donc Pascal est une carte qui va sûrement survivre un ou deux tours et donc qui va permettre de potentiellement gagner 2 voire 3 de l'or. Donc très intéressant. Porcinet parce que quand il fait 3 de l'or c'est trop fort. Ensuite on arrive sur Cusco, j'en parlais après avec une autre carte qui est Pauvre en perdition, que au départ j'avais pas. Madame Mime, j'en joue que 2 parce que c'est lent, c'est vraiment très lent. On ne veut pas renvoyer nos cartes, on veut poser plus de menaces. Donc c'est vraiment utile pour envoyer par exemple une Lilo ou une Daisy ou une chèvre, mais c'est trop lent. Balou, leur instantané est trop fort. Donald, leur instantané est trop fort. Tu peux protéger Balou et Donald peuvent protéger vos cartes. C'est vraiment très intéressant. Madame Mime, qui est extrêmement intéressante puisqu'elle va faire une charge et donc le fait de faire charge va rattraper souvent les créatures les créatures en face vont vous taper gratuitement. Tuer vos créatures sans mourir. Et Madame Mime va rattraper ça, éliminer une créature ennemie sans mourir et donc faire que votre adversaire pourra faire un trade de 2 mois au prochain tour. Donc ça, par contre, c'est vraiment intéressant parce que ça réagit tout de suite. En plus de l'effet plus. Merlin chef, bien sûr, c'est trop fort. En berlificotage, actuellement, x4, c'est trop bien. Parce qu'on joue tellement de T1 que, en fait, on T1 Daisy, T2 Adepte en berlificotage, T3 Lilo ou T3 Porcinet en berlificotage ou Porcinet Lilo. Enfin, le fait de rentrer un berlificotage dans votre cœur pour envoyer un T1 ou T2, ça peut être extrêmement intéressant. En miroir, c'est obligatoire. Contre des decks qui sont un peu aggro comme du Silksong, c'est intéressant. Mais alors contre des decks contrôle, oh là là, qui n'ont pas tant de cartes T1, T2, et que quand ils en posent une, ils sont un peu contents, oh là là, ça c'est exceptionnel. Donc Chromicon d'Améthyste, c'est notre second souffle, on est obligatoire. Les lieux, moi je pense qu'il en faut, ça c'est un bon ratio, mais vous pouvez en enlever, notamment si j'en enleverais, en fait ce serait plutôt la bibliothèque, parce que le château qu'il aura deux, c'est trop bien. Ensuite, pour voir en perdition et Cusco, sont des cartes qui sont pas ouf, que je n'avais pas au départ, et j'avais, je sais plus ce que j'avais au départ, mais qui sont des cartes que j'ai dû rentrer pour rattraper quand on est second joueur. Pourquoi? Parce que alors, en fait, j'ai commencé par rentrer pauvre en perdition, parce que quand on est second joueur, il faut rattraper la tempo, on démarre en retard, et donc du coup, un emberlificotage, ça ne suffit pas toujours, et donc pauvre en perdition peut être un moyen de gagner du tempo si on chante. Si on ne chante pas, pauvre en perdition ne fait pas gagner du tempo. Et du coup, si on chante pour la perdition est correcte, et ben du coup j'ai mis des Cusco qui permettent d'avoir de la draw et qui peuvent très bien chanter pour en perdition parce que on a aussi Madame Mime qui me permet de chanter pour en perdition, mais ça nous ferait vraiment une sortie très lente, ce qui peut être correct. Alors qu'avant c'était perdu, mais là avec du mid-game avec de Chromicon d'Améthyste, ça peut tout à fait être correct. Et Porcinet, mais Porcinet n'a vraiment pas envie de chanter et Porcinet a envie de gagner 3 de l'or. Donc j'ai rajouté des Cusco. Donc par exemple, en fait pour moi le mulligan est très impacté par est-ce que vous commencez ou pas.
Si vous commencez, vous voulez être le plus agressif possible. On cherche Lilo Daisy. Adepte Balai, ça s'en va. Pascal, à la limite, si vous avez déjà une Lilo ou une Daisy, ça peut se garder. En fait, on va préférer au tour 2 faire 2 tours 1. Donc Porcinet, je pense que si vous avez déjà une Lilo ou une Daisy, pourquoi pas le garder. Mais sinon, pareil, je pense que ça s'en va. On va chercher Lilo Daisy. Cusco, ça s'en va, c'est sûr. Madame, ça s'en va, c'est sûr. Balou, Donald, ça s'en va, c'est sûr. Renard, ça s'en va, c'est sûr. Chef, ça s'en va, c'est sûr. Emberlificotage, on peut en garder un. Pauvre en perdition, si on commence, ça s'en va, c'est sûr. Chromicone d'améthyste, on peut en garder un. Et bibliothèque et château, ça s'en va. Donc, par exemple, si on arrive et qu'on pioche, on va garder par exemple une Daisy, un Chromicone, et on va virer tout le reste. Si on a une Daisy et une Lilo, ou si on a plusieurs Daisy, on garde toutes les Daisy possibles. Si on a une Daisy et un Lilo, on fait attention aux non manquables. Il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il n'y en a pas tant que ça des non manquables. Donc, mais il faut un peu faire attention. Donc si on a une Daisy, une Lilo, on va essayer de garder un tour 1, notamment de ceux qui piochent. Donc un adepte ou un balai, ou un emberlificotage pour faire Lilo emberlificotage au T2. Ça paraît très intéressant. Mais voilà, sinon vraiment, quand on commence, le start, c'est Daisy Lilo. Si je ne commence pas, Daisy, elle reste toujours très forte parce que le body est très fort. Lilo est tout de suite un peu moins fort. On va préférer en faire du bounçage et du renard pour rattraper la tempo. Donc on veut Daisy, potentiellement pauvre en perdition, emberlificotage ou renard. Ces cartes-là vont nous permettre de rattraper la tempo et on va combler la curve de ces cartes-là avec des tours 1 ou des tours 2. Je m'explique. Pauvre en perdition n'est jouable quand on commence pas seulement si on le chante. On préférait le chanter avec Cusco, mais au pire on chante avec quelque chose d'autre, mais seulement si on le chante. Si on ne chante pas, c'est nul. Donc ça part en encre. Donc là, typiquement, je vais garder plutôt Daisy. À la limite, DT1 comme adepte balai si j'ai un bounce. Si j'ai pas de bounce, je peux garder pas grand chose. Si j'ai pas de bounce, je vais plutôt garder T1 Daisy, T2 Porcinet. Ou à la limite, balai magique, ça me va. Balai magique plus adepte au T2, ça me va parce que c'est des tours qui vont pouvoir souvent résister si vous jouez contre de l'aggro et qui vont pouvoir être facilement bounçables, etc. Donc on part sur un gameplay plus mid-range. Ça peut m'aller. Mais sinon, T2, on va essayer de chanter un T2. Donc je crois que, franchement, si on commence pas, on garde Daisy. Et si on a un tour 1, on peut garder une Fox. Et un autre tour 1 pour faire tour 2, 2 tour 1, tour 3 Fox. Si on a un Cusco, on peut garder Pauvre en perdition. Dans tous les cas, on garde un emberlificotage. Là, c'est trop important. On peut en avoir plusieurs. On n'est pas obligé de garder un Chromicone d'améthyste parce que commencer avec une carte en plus et en plus pas avec la tempo. Un Chromicone d'améthyste, si on le joue, c'est vraiment tour 4, tour 5. Donc c'est pas obligatoire maintenant. Donc voilà. Daisy, emberlificotage. Si j'ai un tour 1, Madame Mime et un autre tour 1. Si j'ai un Cusco, je peux garder Pauvre en perdition. Et voilà pour le second player. Comment le deck se positionne dans la méta? Actuellement, la méta, il y a pas mal de decks. C'est un peu la méta test. Vous allez rouler sur les bleus rouges. Mais c'est genre. C'est trop dur pour bleu rouge. Normalement, c'est vraiment un match-up gratuit. Contre le style Song, c'est faisable. Mais il faut être vraiment très très rigoureux dans le mulligan. Il faut être très agressif. Et aller chercher beaucoup plus de petites créatures que des grosses. Contre le style Song, j'ai typiquement préféré Adepte Balai Magique au tour 2 plutôt que Porcinet. Je veux augmenter mon nombre de créatures parce que de moins en moins il joue les tuant la bête. Plutôt que d'avoir des créatures qu'il aura beaucoup pour une créature. Donc contre Silsong, on augmente notre nombre de créatures et Cusco est très pratique là-dedans. Et on aime beaucoup les lieux contre Silsong. Ensuite, on a du bleu-violet qui est un deck qui va jouer avec beaucoup de charges et de trucs qui vont pencher vos créatures. Franchement, c'est difficile. Violet est la seule couleur qui peut facilement gérer Daisy avec les renards et ou les crabes, ce qui fait que ça peut être plutôt difficile. C'est pas du 80-20, hein, c'est du 60-40, c'est-à-dire que vous avez 40% de chance de gagner. Souvent, vous allez gagner celle où vous commencez, mais c'est celle où vous commencez pas, ça peut être difficile. Qu'est-ce qu'on a dans la méta? Bleu-gris,
c'est tout à fait correct. C'est plutôt du 60-40 pour vous. Parce que même s'il y a du gris, c'est beaucoup plus lent qu'un style song. Tout ce qui est à base de vert, j'ai pas vu de deck vraiment qui actuellement me semble vraiment très fort. Donc c'est un deck qui est tout à fait correct dans une méta, qui peut très bien marcher dans des tournois BO2, parce que le fait de surprendre, donc la première, je pense que vous pouvez laisser votre adversaire commencer, parce que quitte à devoir gagner celle où vous ne commencez pas, vous avez plus d'avantages à prendre la surprise que d'avantages à connaître le deck adverse. Vous vous en fichez de l'information du deck adverse. Donc ça ne vous apporte rien d'être le joueur qui va être second avec l'information, ce qui est en général ce qu'on fait. Donc vous pouvez préférer dire à votre adversaire, tiens vas-y, commence, mais du coup t'as pas l'information. Et du coup on peut espérer qu'il fasse des mulligans pas fous, et donc qu'il n'ait pas assez de gestion et qu'on puisse être très aggro alors qu'on est deuxième. Ça peut être très intéressant. En BO3, c'est plus compliqué parce que si vous n'avez pas le toss en BO3, que vous allez devoir gagner obligatoirement une game où vous allez... Donc en fait la première, il va falloir absolument la gagner. Et c'est très difficile parce que la première, c'est la seule où vous allez vraiment avoir une chance parce que souvent il va commencer mais il n'aura pas l'information. Donc c'est la première où vous allez vous dire, allez peut-être qu'il fait un mauvais mulligan et tout. Et c'est le moment où je dois gagner. Sauf que alors là, si vous ne gagnez pas celle-là, vous avez sûrement perdu tout le BO. C'est pas une égalité. Parce qu'en fait, même quand vous commencez, si l'adversaire est prévenu, ça peut être difficile. Quand vous commencez avec l'adversaire est prévenu, c'est moins facile. Vraiment, c'est un deck qui a de l'avantage quand il est secret. Voilà. C'est un deck que je conseille fortement aux débutants ou aux gens qui ne veulent pas beaucoup investir. Il y a quelques cartes qui valent de l'argent. Daisy actuellement vaut 6-7 euros. Les Lilo ou les Maléfiques, vous pouvez rentrer les deux, un combo des deux, valent autour de 4-5 euros je pense, mais vont un peu décoter parce qu'il y a le set 1 qui va ressortir, mais quand même c'est des cartes qui valent un petit peu. Et sinon, on a les châteaux bien sûr qui valent autour de 7-8 euros à mon avis. Mais on est un peu tout renard, ça vaut aussi un peu d'argent. 7-8 euros, donc je pense que voilà, le deck vaut un peu d'argent, mais ça doit être un des moins chers de la méta pour un niveau de deck équivalent. C'est la meilleure qualité-prix, on va dire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous présenterai le prochain deck que je vais présenter, c'est sûrement bleu-gris. N'hésitez pas à tester, c'est vachement plus intéressant que ce qu'il n'y paraît. Si vous jouez vraiment, il y a de l'entraînement à faire. C'est pas facile. C'est pas un deck qu'on joue et qu'on maîtrise dès le début. Donc il y a plein de gens qui vont dire qu'ils vont jouer une ou deux fois et qui vont dire ah mais non mais j'y arrive pas, c'est nul. Eh ben franchement c'est parce que vous l'avez joué une ou deux fois. Moi j'ai vraiment joué je pense peut-être une vingtaine de parties et entre 15 et 20 parties, les 5 premières j'étais vraiment moins fort que les 5 suivantes. Donc vraiment allez-y, tentez et surtout que plus la méta va être contrôle, ça gardez-le dans un coin de votre tête. Plus la méta va être contrôle, plus ça va être une opportunité de le ressortir. Donc la méta souvent en début de set peut tendre vers des trucs très contrôle. Donc vraiment n'hésitez pas à surprendre vos adversaires. Voilà, et bien c'était Vintage Red Panda, amusez-vous bien, à la prochaine, ciao.